L'affaire Delphine Jubilard connaît-elle un ultime soubresaut avant le procès aux assises en septembre prochain? Une avocate qui représente une amie de Delphine Jubilard souhaite que des fouilles soient réalisées au nord de Cagnac-les-Mines où l'infirmière a disparu en 2020. Des fouilles en lien avec des coordonnées GPS qui auraient été retrouvées dans le téléphone de Cédric Jubilard. Pourquoi ces fouilles? Est-ce à même de relancer l'enquête alors que l'instruction est close? On en parle avec nos invités et donc avec l'avocate qui fait cette demande de relance des fouilles. Bonsoir Pauline Rongier, merci d'être avec nous. Vous êtes donc avocate d'une partie civile dans le dossier Jubilard, d'une des proches amies des très proches amies de Delphine Jubilard. Je vous demanderai dans un instant donc pourquoi cette demande et ce que l'on peut espérer, ce que l'on pourrait espérer y trouver. Bonsoir Ronan Folgoas, merci d'être avec nous, grand reporter au service police-justice du Parisien, auteur du livre Le Mystère Jubilard aux éditions Le Livre de Poche, et c'est vous qui révélez dans les colonnes du Parisien cette information sur cette demande. Et bonsoir Guillaume Fard. Bonsoir. Merci d'être avec nous, consultant police-justice BFM TV. Je commence donc avec vous Pauline Rongier, vous êtes donc l'avocate de cette très proche amie de Delphine Jubilard. Vous formulez cette demande de fouille, deux questions en une. Pourquoi cette demande et pourquoi maintenant, alors que l'on est à 4-5 mois de l'ouverture du procès aux assises? Alors, c'est effectivement les derniers instants procéduraux où on peut faire des demandes, où on peut faire en sorte que la vérité se manifeste le plus possible, avec le plus de précision possible au moment du procès qui aura lieu. Cette possibilité vous semble tardive, mais elle est légale, elle est prévue par le Code de procédure pénale, article 283. Le président de la Cour peut, s'il l'estime nécessaire, s'il estime que l'instruction est incomplète, poursuivre les investigations. Donc c'est la demande que je lui fais, c'est son pouvoir ensuite discrétionnaire de donner suite ou pas. Ce qui est certain, c'est que ces éléments matériels, scientifiques, qui ont été révélés par l'instruction, n'ont pas été suffisamment explorés. Et moi, en tant qu'avocate de Emeline Boyer, qui a passé des journées, des week-ends à chercher son amie, à vouloir retrouver son corps, qui en a besoin aussi pour continuer à avancer, je ne laisserai pas cette piste se refermer sans avoir demandé au président de la Cour d'aller plus loin dans les recherches. Et on va rentrer dans le détail, bien évidemment, sur les implications quant à l'ouverture du procès. La question aussi, effectivement, de la façon dont l'enquête a été menée, puisque vous considérez que les gendarmes ne sont pas allés assez loin. Mais d'abord, restons donc sur cette demande de fouille. Pourquoi à cet endroit-là? Il s'agit je parle sous votre contrôle, d'une trentaine de kilomètres au nord de Cagnac-les-Mines, à partir de coordonnées GPS qui ont été retrouvées dans le téléphone de Cédric Jubilard. C'est bien de cela dont il s'agit? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que des exploitations téléphoniques ont été réalisées sur la base donc, du téléphone de Cédric Jubilard, qui est sous scellé. Et à l'issue de ces opérations d'expertise, ces coordonnées GPS sont apparues en plein milieu de la nuit, au milieu de la période d'inactivité du téléphone, qui était de 22h08 jusqu'à 3h53. Et à 3h21, on a ces coordonnées GPS qui sont constatées scientifiquement par les experts. C'est à partir de là, il est évident qu'il faut aller sur place, qu'il faut faire des vérifications, et cela n'a pas été fait de manière suffisante. Un enquêteur s'est déplacé, il a été sur la localisation exacte des coordonnées GPS, il a pris 4 photographies et il a quitté les lieux une demi-heure plus tard. Alors, effectivement, énormément de recherches ont été faites dans ce dossier, énormément de pistes ont été lancées, mais sur ce point-là, sur un élément aussi scientifique, aussi précis et aussi troublant, il faut aller plus loin. Je me mets à la place, Ronan Folgoas, de ceux qui nous regardent ce soir, qui ont suivi avec beaucoup d'attention l'instruction, il faut dire extrêmement médiatique aussi, la disparition de Delphine Jubilard, et qui voient ce soir qu'il y a donc des coordonnées GPS sorties du téléphone de Cédric Jubilard, avec un endroit, une trentaine de kilomètres au nord de Cagnac-les-Mines, et qu'il n'y aurait pas eu de fouille. C'est ce que vous expliquez dans votre article Parisien. Vous dites qu'il y a eu des vérifications, c'est le mot qui a été utilisé, mais pas de fouille. Est-ce qu'il y a eu un manquement que vise précisément à corriger cette demande de fouille? Alors je ne parlerai pas forcément de manquement, disons que ce lieu a fait partie d'une série de lieux vérifiés par les enquêteurs, puisque correspondant des données GPS exhumées dans le téléphone de Cédric Jubilard. Après, ce lieu
aux yeux des enquêteurs et des magistrates instructrices, ne cochait pas toutes les cases, si j'ose dire, puisqu'il était situé dans un lieu assez inaccessible. Je reprends votre expression, un chemin non carrossable long de plusieurs centaines de mètres. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, non carrossable? Ça veut C'est-à-dire qu'il que, clairement, il était impossible, d'après l'enquêteur qui s'est rendu sur place, pour un conducteur de se rendre en voiture jusqu'au lieu précis de ses coordonnées GPS, puisque derrière, il y a l'hypothèse quand même sous-jacente d'un déplacement nocturne de Cédric Jubilard qui aurait donc transporté le corps de Delphine Jubilard pour la dissimuler. Et donc là, dans ce lieu précisément, qui a été pointé par ses coordonnées GPS, il semble, selon l'enquêteur, impossible, en tout cas très compliqué d'imaginer un trajet en voiture. Et donc ça voudrait dire, alors, si on poursuit cette hypothèse de l'accusation, et avec ce lieu situé au milieu de nulle part, dans une forêt escarpée, il aurait fallu que Cédric Jubilard alors transporte le corps de son épouse sur plusieurs centaines de mètres en pleine nuit. Ce n'est pas forcément humainement tout à fait impossible, mais cette hypothèse est jugée très peu probable. Voilà. Je vous donne la parole dans un instant, Guillaume Fard, sur ce point, mais qu'est-ce que vous répondez, déjà, maître, à ces éléments? Et je précise aussi que des experts qui ont été sollicités sur l'exploitation du téléphone de Cédric Jubilard étaient pour le moins partagés sur la possibilité de faire parler ces coordonnées GPS, ce qui a peut-être expliqué aussi le fait que cette zone n'ait pas été fouillée. De toute façon, quand on passe à côté de quelque chose qui est gros comme une maison, c'est bien qu'il y a des éléments qui ont conduit à passer à côté. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est temps simplement de le corriger. Donc pour revenir sur ces 2 points. Premièrement, sur le chemin non carrossable, effectivement, M. Falgoas a raison. C'est la constatation qui est faite par l'enquêteur qui se rend sur place. Mais d'une part, c'est la constatation subjective d'une personne qui d'ailleurs met au dossier une photo. Si on prend les localisations sur le plan Mappy, on voit qu'il y a quand même une route qui existe. Donc elle est peut-être pas goudronnée, mais en tout cas, voilà. Ça pose question. Ensuite, ça n'exclut pas, effectivement, on ne sait pas de quelle manière le corps de Delphine Jubilard aurait été transporté. Donc, ce ne sont pas du tout des éléments qui sont de nature à fermer cette piste. Voilà. Et pour revenir sur le deuxième point, donc la fiabilité qui est un peu remise en doute par les experts. Alors déjà, elle ne l'est pas totalement remise en doute. Au contraire, ils soulignent quand même la synchronicité de ces éléments spatio-temporels. Et ensuite, ils ne fournissent pas d'explication pour expliquer pourquoi ce téléphone, qui est sans activité de 22h08 jusqu'à 3h53, il reçoit des coordonnées GPS à 3h21. Ils ne trouvent pas d'explication. Voilà, à partir de là... Guillaume Fard, malgré les éléments qui sont donnés ce soir par Pauline Rongier, le fait qu'il n'y ait pas eu de fouilles. Là encore, sans poser la question du manquement de l'enquête, forme d'étonnement, quand en plus on est dans une enquête dont la spécificité est qu'il n'y a ni aveu ni corps. Normalement, toutes les zones d'ombre, tous les angles morts sont fouillés précisément, et là, ce n'a pas été le cas. D'abord, il y a les fouilles et les vérifications, et on peut vérifier sans fouiller, c'est la première chose, et deuxièmement, la technique n'exclut pas le bon sens. C'est-à-dire que l'enquêteur, on lui présente un élément technique. On lui dit, voilà, le téléphone, des coordonnées GPS se sont activées parce que dans votre téléphone, dès l'instant où c'est un smartphone, il y a des applications mobiles. Ces applications mobiles, pour peu que vous n'ayez pas décoché la case géolocalisation, ça peut émettre, recevoir, etc. Donc là, on a des coordonnées GPS. Il dit, très bien, je vais voir. Qu'est-ce qu'il constate? C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est marqué dans le dossier. Il dit, mais le chemin est difficilement accessible. Donc, si on émet l'hypothèse un instant que Cédric Jubilard aurait tué son épouse Delphine, l'aurait transporté dans son coffre de voiture et ensuite serait arrivé sur un chemin qui n'est pas praticable, il aurait fait quoi? Il l'aurait mis dans une brouette, il l'aurait chargé sur ses épaules, il aurait parcouru plusieurs centaines de mètres. Donc, lui, en tant qu'enquêteur, sur la base de son expérience et de son bon sens, conclut que ça n'est pas une hypothèse qui est une hypothèse plausible et crédible. Après, on peut tout fouiller. C'est pas la première fois qu'il y a des fouilles dans cette affaire. On avait mis en voisin de cellule de Cédric Jubilard un informateur de la gendarmerie qui avait récupéré certains éléments qui ont conduit en janvier 2022 à fouiller très méticuleusement une ferme, en mobilisant même des militaires du génie. Alors, il ne s'agissait pas d'un informateur de la gendarmerie. Pardon. Ça n'a rien donné. En tout cas, un détenu qui a collaboré et qui a donné ces informations-là. Mais toujours est-il que ces investigations ont été faites, elles n'ont rien donné. C'est pas la première fois non plus qu'on s'appuie sur les éléments du téléphone de Cédric Jubilard. Il y a eu des réquisitions qui ont été faites auprès de Google pour avoir aussi des informations
d'informations techniques. Ça n'a pas donné grand-chose. C'est pas non plus la première fois qu'on aurait une réouverture de l'enquête après la clôture de l'instruction. C'est déjà arrivé au mois de février de l'année dernière, alors que depuis le 21 novembre 2023, on nous a indiqué que cette instruction était close. En réalité, ce que l'on constate, c'est que l'accusation est quand même un peu fragile et que les deux magistrates qui ont dirigé cette instruction ont remis un dossier qui, pour le moment, en tout cas, ne convainc pas beaucoup sur la culpabilité de Cédric Jubilard. Il y a peu d'éléments matériels, il y a objectivement peu d'éléments matériels, et qui ont conduit à ce que on veuille réouvrir. Et votre démarche, d'ailleurs, s'inscrit aussi un peu en ce sens, puisque vous dites vous-même que l'enquête Alors je vais m'en expliquer après, mais au contraire, pas du tout. Pas du tout. Alors allez-y, Pauline Rongier. Guillaume Fard dit l'accusation manque d'éléments matériels. C'est le premier écueil de dire puisqu'il y a une nouvelle demande d'acte, c'est que les investigations sont insuffisantes pour établir l'accusation. Alors non. Moi, à mon sens, les éléments matériels du dossier sont largement suffisants pour permettre de condamner Cédric Jubilard pour le meurtre de Delphine Osaïguel lors du procès qui aura lieu. Non, cette demande, elle vise à retrouver le corps de Delphine Jubilard. Il ne faut pas oublier que derrière la question de la culpabilité de Cédric Jubilard, il y a celle du corps de Delphine Jubilard, du corps de la victime. Donc voilà, c'est sur ce point en fait que je considère que la mission de la justice va au-delà d'un impératif d'identification du coupable. Ouais. Elle est aussi là pour établir la dignité des victimes. Et la deuxième chose, je n'ai pas critiqué l'enquête et l'instruction. C'est une enquête et ce sont des investigations colossales qui ont été menées. Cédric Jubilard lui-même a donné pêle-mêle de nombreuses pistes qui sont venues déconcentrer les enquêteurs et les juges. Et on a la chance, là, à quelques mois du procès, d'avoir cet élément, encore une fois, scientifique, matériel, qui réémerge. Il faut aller dans le sens de ces investigations. Ronan Folgoas, sur cette demande adressée par Maître, est-ce que cela va aboutir ? Des années d'instruction, un procès qui a été d'ailleurs décalé, qui devait avoir lieu en 2024, finalement qui va ouvrir en septembre 2025 aux assises. Est-ce que c'est plausible, alors même que l'instruction est close, de se dire on décide de rouvrir pour aller accéder à cette demande ? Techniquement, ça l'est, me semble-t-il. C'est-à-dire que le temps est compté, certes, mais il n'est pas du tout techniquement impossible d'imaginer que des opérations de fouille soient menées sur ce lieu précisément dans le courant du mois de juin, par exemple, ou même si ça prend du temps. Il faut réunir évidemment des effectifs de gendarmes, il faut planifier cette opération, ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. Mais oui, techniquement, c'est possible. Alors après, est-ce que la présidente de la cour d'assises du Tarn donnera droit à cette demande de Maître Rongier ? Rien n'est moins sûr. Je veux dire, c'est évidemment à sa discrétion. Et peut-être que l'élément technique, cette donnée GPS, est peut-être tellement fragile que cela, au bout du compte, ne justifiera pas une opération de fouille. Mais seule la présidente de la cour d'assises le sait. Vous avez déjà eu un élément de réponse de la présidente de la cour d'assises ou pas encore ? Non, pas encore. D'accord. Et ça, vous pouvez vous espérer d'habitude l'avoir je pense que le plus tôt sera le mieux. D'habitude, c'est difficile de parler d'habitude avec ce dossier hors norme et cette procédure hors norme. Ronan Folgoas, et je vous donne la parole dans un instant, Guillaume Fard. Pour revenir, et ceux qui nous regardent et qui peut-être n'ont pas en tête les éléments tentaculaires de cette affaire, vous y avez consacré un excellent livre, Le mystère Jubilard. Guillaume Fard disait tout à l'heure, l'accusation manque d'éléments et un manque d'éléments matériels. Je rappelle que Cédric Jubilard va comparaître devant la cour d'assises en septembre pour meurtre sur conjoint. Il est effectivement en ce moment en détention provisoire. Spécificité de cette affaire, pas d'aveu, pas de corps. Et pas de preuves accablantes, et pas de scène de crime, pas de traces de nettoyage. Et il n'y a pas, si vous voulez, contrairement à la majorité des dossiers, un élément accablant. On est dans un tissu d'indices qui, pris isolément, c'est sûr, si on les prend isolément, chaque élément peut être contestable. Mais c'est en les agrégeant, et c'est ce que l'accusation s'est efforcée de faire pendant plus de 3 ans, en les agrégeant les uns les autres, ça forme un tissu d'indices relativement solide, en tout cas qui explique pourquoi Cédric Jubilard est renvoyé devant une cour d'assises. Après, sera-t-il condamné ou relaxé ? Ça appartient vraiment voilà, ce sont les jurés qui en décideront. Et puis, il peut se passer tellement de choses pendant les 4 ou 5 semaines de débat. Cédric Jubilard lui-même, peut-être, nous réserve-t-il une surprise, sait-on jamais. Mais en tout cas, il est erroné, à mon avis, de parler d'un dossier qui serait fragile, vide de preuves. On n'en est pas là. Il y a quand même des éléments qui, mis bout à bout,
convergent vers Cédric Jubilard. Après, la condamnation, c'est autre chose. Un tout dernier point, Guillaume Fard, là encore précis. Si d'aventure cette demande d'acte était acceptée par la présidente de la Cour d'assises, ça veut dire décalage de l'ouverture du procès? Ça dépend ce qu'on trouve. Maintenant, comme je le disais, hein, il y a eu des auditions de témoins qui ont eu lieu postérieurement à la clôture de l'instruction le 21 novembre dernier, qui n'ont d'ailleurs rien donné. Et pendant ce temps, il faut quand même rappeler que Cédric Jubilard, qui est innocent aux yeux de la loi, est toujours maintenu en détention provisoire, que ses avocats ont fait de multiples demandes, qui ont toutes été rejetées, et qu'on arrive quand même à 4 années de privation de liberté d'un homme dont pour l'heure la culpabilité n'est absolument pas démontrée. Et quand on clôture une enquête pour la réouvrir, mais ça montre quand même aussi une certaine fébrilité du côté de ceux qui ont eu en charge des investigations pendant plusieurs années. Mais je précise pour l'instant, Guillaume Fard, qu'il n'est pas encore question de rouvrir. Il y a cette demande d'acte. Je parlais de celle de février. Vous avez raison. Et qu'il y a effectivement Cédric Jubilard qui est en détention provisoire, plusieurs demandes de libération qui ont été rejetées parce que les magistrats qui ont considéré que le dossier était, précisément comme le disait Ronan Folgoas, fait de toute une série d'éléments qui motivaient son maintien en détention. Merci maître d'être venu ce soir dans Tout le monde veut savoir. Merci Ronan Folgoas, je rappelle votre livre Le mystère Jubilard, et merci Guillaume Fard.